Bienvenue dans Souffrance Culture, l'émission de la France, de la sous-culture et de la souffrance. Depuis 2 semaines déjà, Scott Pilgrim vs. The World d'Edgar Wright, adapté de la BD de Brian Lee O'Malley, est sorti en France. Plus de 4 mois après la sortie américaine, sur un nombre minuscule de salles, sans aucun marketing décent, car chez Universal, ils ont avoué ne pas savoir comment vendre le film. Sûrement parce qu'ils n'arrivaient pas à mettre les mots very bad et trip dans le titre pour que les gens comprennent que c'est une comédie américaine. Enfin bon, je suis sûr que ce qui vous a attiré dans ce film, c'est sa façon de mélanger les jeux vidéo, pixels, manga, dessins animés, baston et rock de garage dans une comédie romantique adolescente. En plus d'un film drôle et excitant, ça sentait bon, le film capable de parler spécialement à notre génération, un peu comme l'avait fait Kick-Ass et The Social Network. Mais est-ce que les critiques françaises ont été en mesure de comprendre les enjeux progressistes de ce film, ou vont-ils se planter et raconter n'importe quoi? Question rhétorique. Mais au lieu de faire une revue de presse, nous allons passer en revue l'émission de cinéma, Le Cercle, qui synthétise bien la mentalité de nos critiques. Donc on voit que c'est un style manga, c'est rock, il y a des jeunes, il y a Michael Cera. C'est tout ce que vous aimez, Aurélien? Moi j'ai adoré ce film. Je trouve qu'il y a un pitch de départ qui pourrait être celui de plein de films français intimistes. C'est-à-dire que c'est un type qui doit affronter les ex de sa nouvelle copine. Donc une situation. Quand même, au kung-fu. Ah, voilà. Après il y a la manière. Il y a la manière dont les effets français qui étaient faits comme ça. Voilà. Enfin, non mais pas affronter. Ça pourrait être affronter verbalement. Tu peux pour être du Romer quoi. C'est vache. Entendre Ferenczi raconter une connerie dès le début comme ça, c'est salaud. Si le pitch de Scott Pilgrim peut être vu dans plein de films français, c'est encore salé et gluant dans ma bouche. Enfin bref, c'est qu'il peut être aussi vu dans plein de films de n'importe quel pays du monde pouvant se payer un tournage de film. Il n'y a rien de spécifiquement français dans un film qui parle de relations amoureuses entre jeunes et problèmes d'ex. S'il y a un truc spécifiquement nord-américain dans Scott Pilgrim, par contre, c'est bien le contexte d'où est née cette romance. On parle de milieux jeunes, underground, branchés et hip, pleines de fêtes privées et de rencontres avec des gens, entre guillemets, cool et désabusés, qui passent leur temps à s'identifier dans la culture alternative, les mouvements contestataires et les productions indépendantes, le genre de milieu que Brian O'Malley, l'auteur de la BD d'origine, fréquentait étant plus jeune. C'est pas trop le truc de Romer ça. Du coup, on est plus proche de Chasing Amy que de Pauline à la plage ou des aventures de Renette et Mirabel. Ils les affrontent à la manière d'un jeu vidéo et d'un jeu vidéo plutôt des années 80, c'est-à-dire que c'est un peu pour les nostalgiques, encore une fois, on est dans la nostalgie, des jeux d'arcade. On va sans doute, certains vont trouver des combats qui sont un peu faits sur le modèle des jeux vidéo de Mortal Kombat ou de Tekken. Ouais, bon, l'esthétique manga, c'est pas pour les chiens aussi, quoi. Quand tu vois des passages qui ressemblent à ça... ou à ça... Y'a pas une sonnette qui devrait teinter dans ta tête, non? T'as vu autre chose que du Miyazaki, du Taniguchi en manga animé, n'est-ce pas? Question rhétorique, encore. Et puis il y a Michael Cera, qui est un acteur absolument génial, qui ressemble à rien, c'est-à-dire, ou qui ressemble aux gens qu'on connaît. Il était dans Juno. Il était dans Juno, il a été révélé par Juno. Pour toi, il a été révélé par Juno. Pour le reste des autres êtres humains normaux, il a surtout été révélé par Supergrave et Arrested Development. L'un étant une des rares comédies adolescentes qui prend pas son public pour des cons, et l'autre une sitcom culte et osée qui aura fait progresser le genre. Mais on préférera la gentille comédie indépendante sur un avortement. Mais sérieux... Je trouve que ça rappelle, c'est comme si c'était le croisement de 2 de mes films préférés de l'année, qui sont Kaboom et Kick-Ass. C'est intéressant justement par rapport à Kick-Ass, que moi j'avais absolument détesté, alors que j'aime beaucoup Scott Pilgrim. En voyant Kick-Ass, je m'étais dit, mais dans le fond c'est absolument impossible comme ça de mixer un film un peu sur les affres psychologiques et un film d'action bourrin. C'est impossible, les deux sont antinomiques, personne n'y arrivera jamais. Et en voyant Scott Pilgrim, à ma grande surprise, en fait c'est possible. Mais tout à fait. Oui, c'est inédit.
C'est pas comme si, je sais pas, mettre de la psychologie dans des gros fights, ça existait pas depuis la nuit des temps, quoi. Je veux dire, on n'a jamais vu ça 50 000 fois avant dans n'importe quel film de samouraï, de western, de chevalerie ou de KPDP. Et c'est pas comme si dans Matrix, Neo et Smith ne confrontaient pas leur point de vue philosophique et idéologique tout en faisant du kung-fu. C'est pas comme si dans Star Wars, Luke essayait de surpasser l'ombre imposée par son père Dark Vador afin de s'affirmer comme un homme accompli. Mais bordel! Je prends n'importe quel manga et animé avec des combats et des duels, que ça soit pour adultes ou plus comme un shonen d'où Scott Pilgrim tire son inspiration, et ça ne fait que ça! Se remettre en question, développer ses émotions et évoluer psychologiquement à travers des combats surréalistes! Même dans Naruto, même dans putain de Naruto, t'as le héros et son rival qui doivent se battre à coups de technique ninja afin de se mettre à jour sur leurs divergences relationnelles, l'un étant déterminé à sauvegarder une amitié fraternelle l'ayant sauvé de la solitude, tandis que l'autre souffre d'un complexe d'infériorité envers son frère biologique qu'il cherche à tuer en s'accaparant plus de pouvoir, ce qui nécessite ensuite de quitter son village et de tuer son meilleur ami. Mais bon, quand on est un enfant de 4 ans qui découvre juste le cinéma, c'est normal de se tromper comme ça. Ah non, ah oui, non mais j'avais oublié, on parle d'une critique cinéma professionnelle qui en plus a été réalisatrice et scénariste. C'est con la vie des fois. Ouais, je serais assez séduit par l'idée du mélange des deux, parce qu'effectivement je pense que c'est vraiment l'enjeu du film. Enfin, factuellement, ça se mélange pas. Il y a 3/4 d'heure qui sont de la première mouture, enfin ce qu'on dit, film ado, avec des problématiques comme ça intimistes, assez pointues, complexes. Drôle. Puis d'un seul coup, on se paye les 7 combats sur les 3 derniers quarts d'heure avec plus trop de matériaux psychologiques. Ça, le film est mal dosé, je dirais. Alors, ne laissez pas Bégoto vous mener en bateau. Il raconte n'importe quoi. J'ai vu le film plusieurs fois et je peux vous assurer qu'on n'a pas mis tous les combats à la toute fin. Chacun des 7 combats se sont développés en filigrane à travers l'histoire, puisque chaque ex-maléfique à combattre arrive chacun leur tour le long du film. Enfin, moi je trouve que pendant 3/4 d'heure, c'est le meilleur film de l'année. Alors, très clairement, c'est le film le plus drôle, le mieux joué, le plus fin. Oh, je vois. Le film aurait pu être le meilleur de l'année, mais comme il y a des scènes de combat dedans, bah non du coup. C'est logique, parce que... Complexe, très inventif, aussi, visuellement voilà. inventif. Et en plus, ces 3 premiers quarts d'heure, effectivement, moi, me convainquent d'un truc sur lequel je suis pas convaincu, qui serait pas le mélange du bourrin et de l'intimisme, mais plutôt le mélange d'une espèce d'inventivité formelle dont on a vu quelques traces là dans les extraits. En général, je trouve que ces inventions, qui en soi sont toujours rigolotes, cassent un peu l'adhésion réaliste qu'on doit avoir à une comédie, surtout quand c'est une comédie qui se veut réaliste. On a besoin de réel, et généralement ces trucs-là nous font perdre de vue l'assise réaliste du film. Là, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que vraiment le film fait la preuve qu'on peut faire de la BD avec une espèce de profusion formelle comme ça, un petit peu délirante, tout en tenant très bien les personnages, les dialogues, le réel, etc. Ah, j'ai compris en fait. Ce que tu voulais, c'était pas voir un film qui a pour ambition d'innover visuellement et de mélanger des influences diverses dans un genre inentendu. Tu voulais juste regarder un énième clone de Juno, de Bienvenue à Adventureland, ou n'importe quel truc pseudo-indépendant, doux amer, avec des jeunes paumés qui ne foutent rien de tout le film que de dire la vie, c'est pas facile. What about Katrina Dvorak? Could totally go out with Katrina Dvorak. I don't like Katrina. She smells like soup. I mean, have you ever smelled her? And her whole house smells like soup. Mon cher Bégoni Godot, les onomatopées ne sont pas là pour faire rigolo. L'intérêt du film est justement de créer un monde cohérent et complet où il est normal de voir ces onomatopées. Tout aussi normal que des sales types qui explosent en laissant des bonus d'argent proportionnels à leur puissance, des livreurs passés par des warp zones, ou de voir des gens régler leur compte comme des persos de Street Fighter sans que ça n'étonne personne. L'auteur de la BD avait déjà comme idée que éloigner les ex encombrants de sa copine, c'était comme se battre contre des boss de jeux vidéo ou des méchants qui arrivent chacun à leur tour dans des mangas à la Dragon Ball. Et que ce serait chouette de mélanger les deux. Il a eu cette idée parce que lui, il ne pensait pas que les jeux vidéo, la BD ou les films de kung-fu, c'était moins bien que les comédies réalistes. Transformer les disputes entre petits copains et ex sous forme de gros combats fait partie intégrante de l'inventivité formelle du film, de sa recherche d'esthétique, et elle participe grandement au développement psychologique et à la maturité du héros. Chacun de ces combats sont différents et participent grandement à une progression constante. Elles sont des étapes symboliques. Mais bon, pour eux, ce ne sont juste que des combats, donc c'est violent, donc c'est pas réaliste, donc c'est caca.
c'est ralent, c'est complètement idiot d'avoir voulu mélanger ces deux histoires. Et d'un seul coup, il se dit tiens, mais je vais essayer de pas être drôle. Je me lance le défi d'être un peu con, d'être un peu rêche. Enfin, moi, je m'ennuie, mais à périr dans ces histoires de kung-fu super répétitives. Pourquoi tu as un t-shirt Captain America? Il est beau? Non, il est pas beau? C'est en contradiction totale avec ce que tu es en train de dire. Parce que c'est ironique. Je veux dire, tu comprends pas quoi. Je porte pas ce t-shirt Indiana Jones parce que j'aime Indiana Jones. C'est parce que c'est ironique. C'est une distanciation du stade anal crypto-freudien quoi. C'est fait pour rire et affirmer son identité en bonne société comme tout le monde quoi. Et puis en plus, j'ai jamais vu d'épisode d'Indiana Jones de ma vie, je veux dire, j'aime pas trop la science-fiction en général, quoi. C'était un message de Jean Bobo de la branchouille. Va te faire foutre maintenant. Eh mais c'est pas ce que tu viens de dire, c'est crypto-fasciste quoi. Le monde de Scott Pilgrim est une métaphore de notre génération, où nous avons tous été biberonnés à la fantasy, à la science-fiction, aux BD, aux comics, aux mangas, aux films de genre, à la nouvelle technologie, aux jeux vidéo et à Internet, où les avis et la culture se partagent à la vitesse de l'électricité. Nous sommes tous habitués à ces images et ces innovations, sans jamais penser qu'un médium serait moins noble qu'un autre. Cela fait partie de notre quotidien, de notre culture immédiate, mais ça ne nous empêche pas de rencontrer les mêmes problèmes d'amour et de vie courante que nos parents et nos grands-parents. Mais cette fois, nous les affrontons à notre manière, avec nos propres références. C'est de ça que parle Scott Pilgrim. En attendant, il y en a qui trouvent de l'innovation là où il n'y en a pas. Je disais, mais il y a aussi des inventions hyper marrantes. Ivy, son coloc, est un gay. Ils n'ont pas de fric du tout, donc ils partagent le même lit. Donc ils ont un lit, une chaise, un micro-ondes. Et puis donc un matin ils sont 2, un autre matin ils sont 3, un autre matin ils sont 4. On sait plus. Tu vois, il y a cette espèce de liberté comme ça. Oui, c'est ça. Enfin bon, hein. Déjà que ces critiques estiment que le cinéma de genre n'a pas beaucoup d'intérêt et qu'en voir un, c'est tous les voir. Je trouve que c'est un vrai problème pour un spectateur de cinéma d'être tout le temps requis par la pulsion de répétition. C'est toujours la même chose, toujours aller voir les mêmes trucs. Je trouve que c'est super inquiétant pour un spectateur de cinéma. Il aurait été étonnant de voir ces critiques comprendre à quel point le mélange des genres et des codes de Scott Pilgrim représente une véritable avancée pour le cinéma et son esthétique. Car même si durant l'émission on a eu l'impression que certains critiques ont un peu aimé le film, vous avez compris que ce n'était jamais pour les bonnes raisons. Incapables qu'ils sont de voir plus loin que leur mépris d'une culture qu'ils ne connaissent pas. Ne nous voilons pas la face, Scott Pilgrim, de la même façon que l'injustement déprécié Speed Racer, le titanesque Avatar ou le super délirant Crazy Kung Fu sont beaucoup plus expérimentaux et osés que n'importe quel pousasse chié par un ex-étudiant de la FEMI qui a jamais appris à faire ne serait-ce qu'un chant contre chant et qui se croit déjà être aussi bon que Renoir ou Godard à leur temps. Et pour reprendre les paroles de Nico, critique mordant du webzine Louvreuse, si Scott Pilgrim vs. The World a tout du film somme d'une époque, pour d'autres, un film générationnel sera La vie au ranch. Mais nous n'avons pas tous la chance de naître vieux. Bon bah ça va, je m'en suis bien sorti, j'ai pas eu besoin de blesser physiquement des gens quoi. Par contre, s'ils avaient lancé une connerie du style ouais c'est filmé comme un jeu vidéo donc c'est nul, ah là par contre je me retiendrai pas. Du coup, au bout d'une demi-heure, on était dans une salle de cinéma, on se retrouve avec une console vidéo et moi ça m'assomme. Prise de par les pouvoirs de Pazuzu, de Cthulhu et de Shoragorat, j'invoque la horde. Sans transition, hier, une horde de lycéens de manga enragés se sont introduits brutalement dans les locaux de Canal+, pour molester avec cruauté les présentateurs de l'émission de cinéma Le Cercle. Nous avons trouvé dans leur postérieur des marteaux-piqueurs enflammés à roquettes reliés à des cactus en métal qui vibrent. Nous soupçonnons l'ermite moderne que nous voyons sur cette photo d'archive en train de kidnapper des enfants être le responsable de cet attentat cruel. Bah oui, bah je suis un ermite, j'ai des pouvoirs magiques quoi. Normal.